Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTN en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 10 avril. À la une de cette édition, les tensions sont de plus en plus vives à la mairie de Koungou. La grève de l'intersyndicale a débuté le 1er avril dernier. Les négociations sont au point mort et depuis lundi, les grévistes bloquent l'accès à la mairie. Ce matin, la situation s'est enflammée lorsque le maire de Koungou a rompu des chaînes pour rentrer dans l'hôtel de ville. Paul Arthur Avit et Jaïdi Maoulida étaient sur place. Reportage. La mairie de Koungou est fermée à triple tour depuis lundi matin. La cause, la grève de l'intersyndicale avec comme revendication 22 points, comme l'avancement des carrières, les conditions de travail ou les locaux syndicaux. La situation s'est tendue ce matin selon les grévistes de l'intersyndicale. En fait, négociation de watu signé protocole toka yoti babolera la umona négociation mera hime menansi amba fuato jabwe banu wasir mwambe amba wasima syndicaliste tidera lazimu joribwe banu be lazimu rirema agent jori hadisi avant watu ujobwa izi barrière wayarungwa amba kitu kutu ejobwa wala kasuria. Selon eux, le maire est arrivé ce matin prêt à en découdre pour ouvrir le portail. Kayahuma wayahiri service technique wambinge mshari wabinge na tinini group aibinge ajana ivanu waya person de ndraba kondandra bu anda kate zisilisili zakabale amwenda bale anda kutoa mtumhono wamit confirmer madame Tsouria. Sur cette vidéo amateur tournée ce matin, nous pouvons voir le maire tentant d'ouvrir les grilles à l'aide d'une scie circulaire arrêtée par un gréviste qui la débranche. Hassani Bamkolo Sindou n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est le chef de la police municipale qui s'est chargé d'expliquer les faits. Moi-même, j'étais présent, j'ai vu l'acte, il ne s'est rien passé du tout. Hein, donc, ça, c'est des accusations mensongères. Cette personne qui accuse le maire, c'est parce qu'elle est en désaccord total par rapport au maire. Donc, il ne s'est rien passé de tel. Des discussions ont eu lieu hier pour essayer de trouver des solutions pour que ce blocage cesse. Aucune issue n'ayant été trouvée, les tensions entre la mairie et l'intersyndicale n'en sont que plus vives. Et le SNUPP FSU était de nouveau dans la rue. Ce matin, le syndicat estime à plus de 400 personnes, les manifestants s'étant rassemblés dès 8 heures devant le vice-rectorat. Au cœur des revendications, le retrait de certaines réformes de la loi Blanquer, mais aussi et surtout des attentes liées au contexte local de l'enseignement, l'augmentation de l'indexation des salaires ou encore des solutions aux problématiques relatives à l'ancienneté générale de service restent au cœur de la colère. Quelles actions les manifestants ont-ils choisi de mener ce jour ? Quand le prochain rendez-vous sera-t-il fixé? Un reportage de Marion Tellier. La grève des enseignants du premier degré se poursuit sur l'île. Hier, pas moins de 60 écoles ont à ce titre été fermées. Ce matin, le mouvement connaissait un pic de mobilisation. Au total, près de 400 personnes se sont, selon le syndicat SNUPP, rassemblées devant le vice-rectorat avant d'entamer une marche jusqu'au rond-point du Baobab à Mamoudzou. Je pense que contrairement à ce qu'on peut croire, les collègues soutiennent notre mouvement, les collègues soutiennent nos revendications. Maintenant, la balle est, on va dire, la balle est dans le camp de l'administration. L'administration soit s'amuse, soit fait semblant de ne pas entendre, mais ça on est habitué aussi. Donc il va falloir démontrer que, comme ailleurs ils le font, démontrer qu'on est mobilisé et que régulièrement on sera sur le terrain. Au cœur de leurs revendications, le retrait de certaines réformes du projet de la loi Blanquer. Le texte adopté en première lecture en février dernier inquiète les syndicats. Ils dénoncent un projet qui bouleverse le système éducatif en l'adaptant aux diktats de l'austérité budgétaire. La réforme de la fonction publique est elle aussi source de nombreuses critiques. Nos corps ATRF des agents techniques vont être remplacés par des entreprises. Donc là-dessus, on n'est pas content de cette revendication. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que notre poste, on le maintient, ça soit maintenu et qu'il y ait des embauches en agents. Les établissements sont en souffrance. On a besoin d'agents techniques, de maintenance, qui soient au moins 3 agents de maintenance par établissement, lycée et collège. Des revendications nationales auxquelles viennent s'ajouter celles locales, à l'instar d'une demande d'augmentation de l'indexation des salaires de 53% ou encore les problématiques liées à l'ancienneté générale de service. Les syndicats déplorent l'absence de réponse sur ces différentes thématiques. Ils ont d'ores et déjà fixé un prochain rendez-vous à l'aéroport de Pamandzi à l'occasion de l'arrivée d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Un accueil qui devrait avoir lieu aux alentours du 20 avril prochain.
Grève toujours. Depuis lundi, le laboratoire de Mayotte est en grève illimitée. Hier, des négociations ont eu lieu, mais elles n'ont pas permis de trouver un protocole d'accord. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le président du conseil de surveillance du CHM. Issa Abdou Issa est revenu sur ce mouvement, car si le laboratoire est une structure privée, les conséquences de cette grève se font sentir au centre hospitalier du département. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Pour le CHM, par exemple, qui est le seul établissement hospitalier du territoire, à accueillir aussi les mêmes patients qui étaient censés passer par le laboratoire privé. Mais écoutez, c'est une, j'espère, une période qui ne sera pas éternelle et que de la même manière on pourra. Mais ça pose la question là aussi de l'offre de soins du territoire. Il faut que nous développions l'offre de soins, qu'il y ait le choix sur ce territoire. Il faut développer le libéral. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous battons pour qu'il y ait la CMUC, parce que la CMUC va développer le secteur libéral. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour sortir du GHT avec La Réunion, pour pouvoir créer notre groupement hospitalier du territoire. Ça suppose que, sur le territoire, il y ait plus d'autres établissements hospitaliers, mais pas que dans le public. La concurrence. Et je me tourne maintenant vers les invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ben Ousmane Abdallah et Kamaldine Moussa, tous deux délégués du personnel au laboratoire de Mayotte. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez pu entendre les propos de Issa Abdou Issa. Il va dans votre sens lorsqu'il parle de surcharge de travail. Ben Ousmane, je commence avec vous. Ça fait partie des revendications, cette charge de travail. Vous avez vu l'activité croître ces dernières années. C'est ça le cœur de vos revendications ou ce n'est pas que ça aujourd'hui? Oui, bonsoir. Donc, notamment, moi je rejoins Issa Abdou par rapport à cette activité qui est grandissante, notamment ces dernières années. Nous voyons que l'activité au sein de notre laboratoire accroît tout le temps. Donc, notamment, il y a d'autres revendications aussi qui sont dedans, notamment le problème des salaires. Donc, nous avons des revendications salariales. Il y a aussi une prime d'activité qu'on a par rapport à cette activité qui est grandissante. Kamaldine, je me tourne vers vous. Quelles sont aujourd'hui les missions du laboratoire? Parce qu'on ne connaît pas forcément les missions. Elles viennent en complément finalement du CHM, mais vous ne traitez pas exactement les mêmes patients et vous ne faites pas la même chose que le CHM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que fait le laboratoire de Mayotte actuellement? Alors, bonsoir à tous. Avant de répondre à votre question, je tiens juste à remercier nos collègues qui sont là au taquet depuis lundi et je leur dis juste bon courage et il ne faut rien lâcher. 75% du personnel est en grève aujourd'hui. Exactement. Donc, effectivement, le laboratoire de Mayotte, on travaille, c'est un peu en complémentaire avec le CHM. Le CHM, en ce moment, il traite tous les bilans du centre hospitalier de Mayotte, c'est-à-dire les dispensaires et les autres services du CHM. Et nous, on traite tous les bilans extra-hospitaliers de Mayotte, c'est-à-dire tous les libéraux de Mayotte, tous les PMI, et en ce moment, il y a ce qu'on appelle les études de la santé, et etc. Donc, est-ce que vous avez un peu des chiffres sur cette activité, justement sur l'augmentation de cette activité ces dernières années? Le chiffre exactement, on tourne en moyenne autour de 200-250 dossiers par jour. Ce qui fait beaucoup. On est 32 effectifs, on est 32, il y a 32 salariés. En faisant 200 voire même plus de 300 dossiers par jour, c'est beaucoup. C'est trop, Ben Ousmane. Dans vos revendications, effectivement, il y a cette surcharge de travail, mais vous aussi, vous dénoncez un manque aussi de congratulations, ou en tout cas le fait que vous ne soyez pas suffisamment apprécié pour vos missions. Justement, c'est aussi ça, un manque de reconnaissance par rapport à ce que vous faites, parce que vous travaillez beaucoup, et cette reconnaissance, elle passe aussi par les salaires. C'est cette question aujourd'hui qui est au cœur aussi de vos revendications. Tout à fait, mais je vais juste revenir à ce qu'a dit mon collègue Kamal. Concernant les chiffres, vous avez demandé des chiffres. Les chiffres, on va regarder par exemple les 10 dernières années. Quand on compare par exemple de 2010 à 2018, donc on voit que l'activité a presque doublé. Donc on passe à peu près en 2010, on était à peu près à 32 000 dossiers environ. Aujourd'hui, on passe à 53 000 dossiers. Depuis le début de l'année, il y a combien de dossiers à peu près? Vous avez un Aujourd'hui, les 3 premiers mois, on est à 18 700 dossiers environ. Ça correspond au nombre de patients? Ça correspond au nombre de patients qui passent au laboratoire, tout à fait, nombre de dossiers.
Cette question justement du salaire, on y revient, elle est au cœur des revendications et c'est ce qui bloque aujourd'hui. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Aujourd'hui, pour tous les points qui ont été, les revendications qui ont été transmises à la direction, donc notamment c'est les points qui bloquent, notamment le point salarial, notamment la prime d'activité et aussi la valeur salariale qui bloque. Donc aujourd'hui, il y a une proposition qui a été émise à notre disposition, émise plutôt à notre disposition, et nous allons l'étudier et nous donnerons des réponses certainement demain. Et il y a des suites, on verra les suites après quand on aura transmis nos contre-revendications à la direction. Justement, Kamaldine, hier soir, il y a eu une réunion avec la direction, avec le directeur. Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez parlé de ces points. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a quand même eu des points d'accord. Il y a des points sur lesquels vous êtes tombés d'accord. Le 13e mois, notamment, ça a fait l'objet d'un consensus? Alors, juste par rapport au 13e mois, c'est vrai qu'il y a certains points qu'on était d'accord. Mais l'histoire du 13e mois, c'est quelque chose qui est déjà acquis, ça fait déjà 4 ans. Donc ça ne devrait même pas être là en discussion parce que c'est quelque chose qui est déjà là. Donc les points les plus importants, il y en avait quelques-uns, mais le plus important c'est le prime d'activité et la révalorisation de 30% qui est vraiment fondamentale par rapport à notre demande aujourd'hui. 30%, ça correspond à quoi exactement? À ce que touchent ceux qui travaillent au CHM? Ils font les mêmes missions que vous? On est très loin parce qu'au CHM actuellement, ils sont indexés à 40%. Ils ont des primes d'activité, ils ont un 13e mois, donc on est très très loin d'eux. Donc même en demandant les 30%, on est encore loin. Mais pour nous, c'est un juste milieu. Donc c'est un rattrapage par rapport à la vie chère d'aujourd'hui. On peut demander que ça. Et en plus, il n'y a pas que la vie chère, mais quand on voit l'activité du laboratoire, en ce moment, on fait beaucoup de dossiers. Et puis, c'est un laboratoire qui a beaucoup grandi en termes de confiance parce qu'actuellement, on est accrédité. Un laboratoire accrédité, c'est un laboratoire de confiance. Tous les marchés de la santé de Mayotte sont attribués au laboratoire de Mayotte. Donc, du coup, quand on demande ce genre de prestations, on ne peut pas, comment dire. Mais que vous dit la direction par rapport à ça? Qu'aujourd'hui, les finances ne sont pas suffisantes, que ce n'est pas possible, il n'y a pas suffisamment de bénéfices pour répartir davantage et offrir 30% de plus aux salariés? Oui, c'est toujours le même discours. Il dit que c'est trop pour eux, alors qu'on voit le laboratoire, ça fait déjà 13 ans qu'il est là. Depuis tout ce temps, on n'a jamais demandé ça. Au bout de 13 ans, et quand on regarde toutes les activités et tous les marchés de la santé, en l'occurrence les PMI, etc., qui sont attribués au laboratoire, le nombre d'effectifs ne change pas, mais l'activité augmente. Donc, ça justifie largement notre demande. Ben Ousmane, hier, effectivement, vous vous êtes quitté en ne trouvant pas un protocole d'accord, mais il y a une proposition qui a été faite, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à 15 h. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans votre sens ou pas du tout, on est vraiment au point mort? Qu'est-ce qu'il en est de cette proposition que vous a faite aujourd'hui le directeur? Déjà, on peut dire que c'est un point positif, déjà, qu'on ait déjà donné une proposition. Donc, c'est un peu positif pour moi. Donc, déjà, il y a des points. Il n'y avait pas de proposition, c'était un refus catégorique? Hier, il y a certains points, il y a un refus catégorique. Bon, pour la proposition qui a été émise, il y a des points qui ont été améliorés dans ce sens-là. Donc, quels sont-ils les points qui vont justement qui vont dans le bon sens? Les salaires? Notamment les salaires, même si on a demandé 30%, il y a 1% qui a été accepté par la direction. Donc pour moi, c'est un début. Quoi qu'il en soit, c'est un début parce que hier, c'était catégorique, c'était net, c'était pas négociable. Donc je vais juste revenir aux 30%. Parce que peut-être que les gens qui nous regardent aujourd'hui, quand ils entendent 30%, ils vont dire « Oh, 30% c'est énorme ». C'est un tiers d'un salaire? C'est un tiers de salaire, tout à fait. C'est normal que les gens se posent des questions. Mais quand on fait la différence, on a fait des calculs. Par exemple, on prend une personne, parce qu'on va toujours se référer à nos compatriotes, à nos collègues de CHM. Qui eux sont fonctionnaires, qui ont un statut un peu différent ou qui sont en contrat effectivement dans la fonction publique. Tout à fait, voilà. Mais on va juste prendre le salaire de base, par exemple, d'un technicien qui débute au CHM. Et on prend, par exemple, chez nous, quand on compare chez nous quelqu'un qui a par exemple 5 ans d'ancienneté en tant que par exemple, technicien, on voit qu'il y a une différence de 300 €. On ne met pas tout ce qui est indexation, on enlève tout ça. Juste la salaire de base d'un technicien, par exemple, au CHM, et on compare avec quelqu'un de chez nous, un technicien, il y a une différence de 300 €. Donc, les 30% sont justifiés. Et aussi, c'est justifié parce que notre structure aujourd'hui, il a une bonne santé financière.
Jusqu'à preuve de contraire, la direction ne nous a pas dit le contraire aujourd'hui. Quand on pose des questions, ben, effectivement, ils nous ont bien répondu que le laboratoire est bien financièrement. Après, ce qui bloque, je ne sais pas pour qu'est-ce qui bloque réellement, mais les 30% aussi, on n'a pas imposé pour 30%, on peut négocier. On demande de négocier. Vous êtes prêt à faire des concessions et éventuellement revoir ce pourcentage à la baisse? Tout à fait, c'est possible, mais c'est une discussion qu'il faut avoir entre les deux parties pour qu'on puisse trouver une solution et sortir de cette crise, parce que ça touche tout le monde aujourd'hui. Ça touche les patients, les premiers qui sont touchés. Nous aussi, ça nous touche parce qu'on est dehors, on ne va pas avoir de salaire. Ça touche la direction aussi parce qu'aujourd'hui, on a un labo accrédité, donc on a des obligations, parce qu'en plus, il y a une semaine, les COFRA qui sont passés le 29, donc on a des écarts qu'on doit lever. Donc on a 15 jours pour le lever. Donc ça, on doit se mettre au travail pour lever ces écarts-là. Parce que nous, on veut que notre labo fonctionne et pour que tout le monde soit bien. Donc c'est dans ce sens-là, donc les négociations ne sont pas fermées. On est là pour que la direction ouvre les négociations et qu'on trouve une solution pour sortir de cette crise. C'est tout ce qu'on demande. Kamaldine, pour conclure, quelle est la suite du mouvement? Une rencontre est peut-être prévue demain, dans les prochains jours. Comment ça va se passer? Alors, donc déjà là, on va répondre au courrier qu'il a envoyé. Qui est une contre-proposition par rapport à effectivement vos revendications de base. Et puis demain, on va continuer le mouvement. Et puis on va attendre à ce qu'il nous renvoie un autre courrier ou une demande de rencontre pour aller négocier puis discuter encore sur des points qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Un dernier mot avant de nous quitter. Le climat autour du laboratoire, on imagine qu'il y a des patients qui arrivent et qui sont en colère. Comment ça se passe sur place? Alors, en colère, pas trop. Bon, c'est vrai il y a des analyses à faire, ils ont des choses à faire, mais on essaie d'être calme, on les explique ce qui se passe. Ils comprennent justement? Ils comprennent, on les explique exactement ce qui se passe, on bloque personne, ils rentrent, ils font les analyses, mais on essaie d'expliquer que la majorité, la plupart des gens, par exemple, toute la partie technique est dehors, il n'y a personne qui fait les analyses. Il y a certaines analyses qu'ils ne peuvent pas faire parce que les personnes habilitées à faire ces analyses sont dehors. Donc en ce moment, là où on parle, il n'y a personne qui sont habilités pour faire les analyses. Il y a des gens qui font les prélèvements, mais les analyses ne sont pas faites, donc les résultats ne peuvent pas être rendus à temps comme on faisait avant. Merci beaucoup Kamaldine d'avoir accepté notre invitation. Ben Ousmane, merci beaucoup. Merci, c'est bon. Et puis on va suivre bien entendu ce mouvement de grève qui effectivement impacte l'ensemble du système médical à Mayotte. Merci beaucoup. Okay, merci. L'incident sur le câble Lyon 2, un nouveau drame de l'immigration clandestine ou encore la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mercredi 10 avril. L'opérateur Orange a également réagi par voie de communiqué suite à l'incident sur le câble sous-marin Lyon 2. Il est indiqué que l'architecture réseau élaborée par Orange a pu épargner les services de téléphonie et Internet du fixe qui sont restés opérationnels pendant toute la période. Orange a mobilisé toutes ses équipes, spécialement les experts dans les technologies de transmission du groupe, afin de trouver une solution palliative le plus rapidement possible. Cette mobilisation a permis de rétablir en quelques heures l'ensemble des communications dans la nuit de lundi à mardi. La totalité des services Orange est actuellement en situation nominale sur l'ensemble du territoire mahorais. De son côté, Only assure que depuis hier 16h, les appels et SMS vers Mayotte ou l'extérieur sont à nouveau disponibles, de même que l'usage d'Internet. A noter que la mise en service du câble Lyon 3 prévue en juillet prochain doit permettre d'éviter ce genre de désagrément. Et les drames de l'immigration clandestine sont toujours aussi nombreux sur le territoire. Dans la nuit de lundi à mardi, un Kwassa a débarqué sur la plage de Koungou. À son bord, plusieurs personnes, dont une femme d'une 40aine d'années et un enfant de 14 ans. La passagère venait de subir une césarienne aux Comores et l'enfant avait la jambe dans le plâtre. Aux alentours de minuit, les passagers ont accosté, mais la femme exténuée s'est écroulée sur le sable. L'enfant blessé est resté à ses côtés toute la nuit, la pensant endormie. À 4 h du matin, lorsque 2 pêcheurs sont arrivés sur place, ils n'ont pu que constater qu'elle ne respirait plus. Une ambulance est rendue sur place pour conduire l'enfant au CHM. Les pompes funèbres sont quant à elles intervenus pour prendre en charge le corps de la défunte. Le 25 avril prochain, la RSOI et l'IREPS vont organiser un événement dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à Mayotte. Une journée de sensibilisation est prévue à M'Tsangamouji. En amont de cet événement, un grand concours de création est ouvert à tous sur le thème des maladies transmises par les moustiques.
La remise des prix aura lieu le 25 avril au plateau sportif du village. Au programme, animation de stands divers d'information et de sensibilisation, jeux autour des moustiques, présentation des différentes créations du concours ou encore remise des lots aux lauréats. A noter que la participation à ce concours est gratuite et ouverte à toute personne âgée de plus de 6 ans résidant à Mayotte. Les créations pourront être présentées sous différentes formes et dans toutes les langues utilisées couramment à Mayotte, le français, le shimaoré et le kibushi. Pour ce qui est du film et du théâtre, elles devront être remises au jury sur un support vidéo, le slam et le chant sur un support audio. Le 29 mars dernier, le ministère des Outre-mer a organisé la 2e édition du Forum des projets Outre-mer. Cet événement permet de mettre en relation des porteurs de projets ultramarins avec des décideurs publics et privés via une alliance des fondations Outre-mer. À Mayotte, 4 projets ont été retenus. Parmi eux, l'un est porté par l'Association de défense des tortues marines du département, où Langana Nyamba souhaite rénover un bateau permettant d'observer les tortues tout en créant un centre de soins afin de prendre en charge les animaux blessés. Un sujet signé de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé et Leslie Vumenet. 28 porteurs de projets Outre-mer étaient conviés le 29 mars dernier au ministère des Outre-mer. En effet, pour la 2e année consécutive, le Forum des projets Outre-mer a permis à des porteurs de projets ultramarins de rencontrer d'éventuels financeurs publics et privés. C'est l'acte 2 de ce forum, ce rendez-vous qui rassemble à la fois 28 porteurs de projets de l'ensemble des territoires d'outre-mer et une douzaine de fondations d'entreprises qui sont venues aujourd'hui dialoguer, échanger, certains effectivement souhaitant montrer que leur projet nécessitait un accompagnement et qui valait cet accompagnement. Il y a aussi bien sûr présent l'ensemble des financeurs, Caisse des dépôts, BPI, AFD également qui sont là, le ministère est là aussi, pour quelque part voir comment on peut créer encore plus fortement cette dynamique qui a débuté avec les Assises des Outre-mer, c'est-à-dire que les territoires portent des projets, il y a des dynamiques dans les territoires, bien sûr qu'on connaît des difficultés, bien sûr qu'il y a des freins dans les territoires d'outre-mer pour un certain nombre de projets de développement, mais en même temps il y a des tas de solutions et il faut qu'on apprenne à mieux les faire connaître et à mieux les partager. À Mayotte, 4 associations sont retenues pour développer des projets innovants. Parmi elles, les membres d'Oulangana Nyamba souhaitent rénover un bateau situé à la vasière des Badamiers. Le projet de réhabilitation du bateau, c'est ça, c'est de le consolider avec une structure métallique et mettre en place une plateforme d'observation pour observer les tortues. Voilà. Et à côté, on a un projet de centre de soins de tortues qui j'espère va être fait parce que à Mayotte, on estime que sur une année, on a environ 40 individus qu'on pourrait récupérer et soigner. Dans un premier temps, 2 tortues pourraient être accueillies dans le centre de soins. Autre objectif, permettre aux enfants de s'approcher au plus près des tortues afin de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de protéger ces espèces menacées à l'échelle mondiale. C'est un bateau qui est à terre, à côté d'une vasière. Et l'intérêt de cet endroit, c'est qu'on peut voir les juvéniles de tortues dans leur milieu naturel. C'est un des seuls endroits à Mayotte où on peut voir les juvéniles de tortues comme ça. Et l'intérêt, c'est aussi que les enfants à Mayotte très peu savent nager. Et c'est un gros plus de quand on parle de tortues, de les montrer. Donc ça, c'est une des vues du bateau de la tortue, de la structure. On peut voir les tortues, elles viennent ici parce que c'est un endroit qui est super tranquille, il n'y a pas de prédateurs. Et en plus on peut observer plein d'autres animaux, notamment des oiseaux qui viennent à certaines périodes migrer par ici. Les 4 associations sélectionnées à Mayotte ont pu présenter leurs projets aux fondations d'entreprises à Paris et ainsi se faire connaître pour prétendre à un accompagnement futur. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.